Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. On parle de moins en moins des licornes là, ces derniers mois, mais plutôt d'une certaine crispation des investissements. Alors dans quel état de forme est réellement la tech française? C'est ce que nous verrons avec des indicateurs très précis en ouverture de cette édition. Ensuite, je vous proposerai le débrief de l'actualité, 4 actus qui seront commentés par des animateurs aguerris du débrief de Smart Tech. Et dans cette deuxième partie, je vous proposerai de découvrir une nouvelle application pour apprendre, pourquoi pas ce week-end, le langage des signes. Smart Tech se refermera comme chaque jour sur cette question: où va le web? Mais donc d'abord, dans Smart Tech, l'interview, c'est comment va la tech française réellement? Vous le savez désormais, les jeudis, c'est le débrief de l'actu. Aujourd'hui, il sera commenté, ce débrief, avec Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain, bienvenue. Et Éric Botorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Éric, bienvenue également. Donc ce qui agite la tech, ça va nous occuper tous ensemble pendant une vingtaine de minutes. Je vous propose qu'on démarre avec quand même l'actu de la semaine. Et notre premier invité, Arthur Poré, bonjour. Bonjour Aline. Donc grâce à la sortie d'une étude sur les transactions dans la tech française, vous allez nous révéler quel est le vrai visage finalement de nos startups. Vous êtes le cofondateur de la banque d'affaires Avolta, où vous supervisez cette industrie autour des fintech, du software. Vous êtes aussi en charge des études. Le 21 septembre, sur ce plateau, c'est Patrick Robin qui était venu nous révéler quelques chiffres en avant-première. Là, désormais, on a l'étude au complet. Déjà, première question, est-ce que ça confirme ce que nous avait annoncé Patrick Robin? Et puisque tout le monde pressent, ressent, c'est un certain coup de frein dans les investissements dans la tech française. Oui, alors tout à fait. Déjà, merci de me recevoir à nouveau sur ce plateau après mon associé il y a quelques semaines. Oui, on voit tout à fait que ce qu'on avait prédit il y a quelques semaines s'est réalisé. C'est-à-dire qu'il y a eu un très bon démarrage de la French Tech sur les premiers mois de l'année, sur les 6 premiers mois, qui s'est assez largement ralenti quand même sur le troisième trimestre, où on constate que les investissements ont baissé. Ils sont revenus à des niveaux qui sont quasiment pré-2021, qui était l'année un peu Alors parce que Patrick Robin avait quand même annoncé 1,8 milliard d'investissements, 120 opérations, le plus mauvais trimestre depuis 2018. Oui, alors là où on a juste la dernière semaine un tout petit peu rattrapé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'opérations la toute dernière semaine, et on doit arriver entre à peu près à 2,5 milliards de total d'investissement sur le troisième trimestre. Mais donc, ce qui est largement en baisse par rapport aux autres trimestres. C'est pas si catastrophique, mais enfin ça confirme la baisse. Ça confirme la baisse, et puis on voit que il y a beaucoup moins d'opérations, donc ça effectivement, on doit arriver à 130, 140 opérations, donc beaucoup moins d'opérations. Et finalement, contrairement à ce qu'on pensait, ce qui était assez, ce qui était notre constat instinctif, c'est qu'il y a beaucoup moins de petites opérations aussi. Et c'est pas simplement les très grosses opérations qui ont pâti finalement de cette baisse, c'est aussi et surtout les petites opérations. Ça, c'est un constat un peu différent de ce qu'avait fait Patrick. Et comment vous l'expliquez ? C'est que les investisseurs, même dans des tours très tôt dans les entreprises, anticipent le fait qu'ils auront du mal peut-être à relever des tours suivants. Donc les investisseurs qui investissent en seed se disent qu'en série A, ça va être très difficile, et donc ils ont des critères qui augmentent. Et en fait, à chaque étage, ça se passe comme ça, ce qui fait que tout le monde a diminué en gros ses investissements. Alors, vous vouliez nous parler justement de cette question des multiples de transactions. On va peut-être réexpliquer ce que ça veut dire et en quoi ça nous permet de savoir vraiment dans quel état de santé est aujourd'hui notre paysage français. Oui, alors donc je vais essayer de ne pas trop être technique parce que c'est vrai que c'est des sujets un peu financiers, mais grosso modo, dans la technique financière générale, pour valoriser une entreprise, parce que c'est ça dont on parle, c'est comment est-ce qu'on valorise une entreprise. En général, ce qui se passe dans la finance, donc 99% des transactions, sauf dans la tech quasiment, on valorise les entreprises sur des multiples d'EBITDA. L'EBITDA, c'est le profit, la rentabilité de la société. Évidemment, dans la tech, les sociétés sont en général pas profitables, puisqu'elles sont en croissance, en création. On ne peut pas les juger sur leurs résultats, sur leur rentabilité. Exactement, et si on faisait ça, la valorisation, ce serait zéro. Donc évidemment, alors comment on les valorise ? Et donc, ce que font la plupart des gens, ce que font les investisseurs, ce que font les hackers qui achètent des boîtes encore pas rentables, et ce qu'on a développé nous comme méthode un peu systématique, c'est de regarder des multiples de transactions sur le chiffre d'affaires des sociétés. Alors vous allez me dire, quand elles font pas de chiffre d'affaires, comment on fait ? C'est un autre sujet. Mais disons qu'à partir du moment où elles font du chiffre d'affaires, on a déjà un élément concret
pour commencer à les comparer avec les autres, commencer à comparer les types de business models, les types de secteurs. Et c'est ça qui est dans notre étude, effectivement, c'est comment est-ce que les sociétés sont valorisées en fonction de tous ces paramètres, mais notamment les business models. Et alors là, est-ce qu'on est un peu plus sévère sur les valos en ce moment ? Alors, c'est difficile de répondre statistiquement parce que les échantillons font qu'on ne peut pas regarder mois à mois. On n'a pas suffisamment de données mois après mois pour dire ce mois-là ça baisse, ce mois-là ça augmente, parce qu'il n'y a pas suffisamment de transactions. Sur la longue traîne, c'est relativement stable puisque les multiples sont assez aplatis, donc ça reste assez stable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les multiples un peu moyens dans la tech, on parle de 4 fois, 5 fois son chiffre d'affaires. Alors que dans les industries traditionnelles, on est plutôt sur des multiples qui seraient de l'ordre de une fois le chiffre d'affaires. Donc en fait, la tech est une exception de base. Donc même quand ça baisse, même quand on a des moments un peu plus difficiles, on est toujours largement plus valorisé dans la tech que dans d'autres secteurs traditionnels. Sur les levées de fonds, les sorties, aujourd'hui en France, on s'en sort comment par rapport à nos voisins européens ? Alors, sur les levées de fonds, on s'en sort plutôt pas trop mal sur l'année 2022 au complet, puisqu'on est à peu près à plus 30% sur l'année par rapport à 2021 à date. Okay. Quand aux US, on est plutôt à moins 20, moins 25%, au UK aussi, en Allemagne encore pire, en Chine, on est à moins 55%. Donc, la France s'en sort pas trop mal. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il y a un effet décalage dans le temps et que la France a tendance à être un peu en retard sur tout, et notamment quand il y a une crise, ça tape un peu plus tard en général en France aussi. Et donc, on pourrait imaginer qu'en fait, c'est juste un effet de décalage de 1 ou 2 trimestres qui explique qu'on est encore un peu moins impacté. La fin d'année pourrait être encore plus compliquée. En tout cas, il y a une certaine morosité dans l'écosystème. Quand on discute avec des investisseurs, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont un peu attentistes, ils attendent de voir ce qui se passe et qui, du coup, ont tendance à investir, à avoir des critères d'investissement qui sont de plus en plus difficiles. Et donc, voilà, c'est vrai qu'aller lever des fonds aujourd'hui sur le marché, je pense que c'est compliqué si on n'a pas l'ensemble des critères qui sont absolument ouverts. Et aller lever des fonds auprès d'investisseurs étrangers, c'est encore plus difficile ? Oui, c'est encore plus difficile parce qu'ils sont encore plus sélectifs. En général, les investisseurs étrangers essayent de rentrer dans des sociétés qui sont les plus en croissance ou les plus intéressantes du marché. Et on a une forte dépendance vis-à-vis d'eux. On a une forte dépendance sur les tours assez late stage, les tours qui sont les gros tours en fait, les gros tours d'investissement, les plus gros. Il y a tout de même de plus en plus de gros investisseurs en France et en Europe. Donc ça va mieux tout de même qu'il y a quelques années, mais on reste assez dépendant des très gros investisseurs américains, notamment sur les très gros tours. On a parlé des levées, on n'a pas parlé des exits, des sorties. Oui, alors les sorties, on est nul en France sur les exits, c'est clair. On est très en retard, il y a eu très peu de très gros exits. Alors 2021 était plutôt une bonne année en réalité. On a eu 3 belles exits avec Believe, OVH et Exclusive Networks, qui étaient 3 sorties au-dessus d'1 milliard, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, depuis Dassault Systèmes ou des choses comme ça, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc on a plutôt une très bonne année, sauf que l'année 2022, patatras. Évidemment, tous les marchés, il n'y a pas eu aux US une seule IPO à plus de 50 millions de dollars cette année. Donc il n'y a pas eu d'IPO en réalité aux US. Ah oui. Évidemment, en France, c'est la même chose. Il y a eu très peu d'IPO. Je crois qu'il y a eu une dizaine d'IPO sur la tech cette année. Mais voilà, ça reste tout petit. Il n'y a évidemment pas eu grand-chose. Il y a eu Deezer qui est sorti cette année, qui est un peu plus d'1 milliard, mais qui a perdu plus de 40% de sa valeur en quelques mois. Un petit conseil à nos start-upers ? Oui, un petit conseil, il faut essayer d'être frugal, de ne pas faire trop de dépenses. C'est le thème du moment, mais c'est la même chose pour les startups. Il faut évidemment essayer d'avoir un runway, de dépenser le moins de cash possible et donc de pouvoir tenir le plus longtemps possible. Si vous avez des investisseurs à votre board, essayez d'aller chercher un petit peu d'argent auprès de vos investisseurs, évidemment, aujourd'hui. Le temps de laisser passer la vague. C'est l'idéal, ça, d'avoir un investisseur à son board ? Oui, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, dans notre étude, il y a un autre point qu'on met en avant là-dessus, sur les multiples, c'est qu'on constate que les sociétés, c'est un peu contre-intuitif, mais les sociétés qui font les sociétés tech qui se vendent n'ont pas forcément des investisseurs, des VC à leur board. La plupart des sociétés, plus de 50%, n'ont pas d'investisseurs et se sont développées toutes seules par le temps. Mais sur le reste des 40% qui se sont développés avec des investisseurs à leur board, on constate que quand ils vendent leur société, ils sont valorisés 2,5 fois plus en moyenne
que les sociétés qui n'ont pas de VC à leur board. J'imagine que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd sur ma gauche. Alors. Nous sommes en plein dans le, on rentre dans le process en fait. Donc j'ai bien entendu la notion de frugalité, mais bon, on est bien dedans. Et effectivement, enfin juste un mot, effectivement, pourquoi les startups sont-elles plus valorisées que les boîtes existantes bien établies? Parce que la pente de chiffre d'affaires est plus élevée. Donc comme on parle toujours sur le futur, on fait toujours des paris sur l'avenir. Alors c'est un pari. D'où la notion de capital risqueur. Ouais. Mais si on est en croissance, on ne peut pas juste se contenter de la valorisation à l'instant T. Il faut regarder un peu devant. Merci beaucoup Arthur Poré, cofondateur de la banque d'affaires Avolta, pour ce partage de cette étude très, très complète que j'invite à consulter. Alain Staron, Éric Bothorel, vous restez avec moi. D'ailleurs, vous restez avec moi tous les trois. On part pour le débrief de l'actu. Mes débatteurs, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Éric Bothorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol aux Côtes-d'Armor. Rebonjour Éric. Et Alain Staron, cofondateur d'Artifil, donc de start-upper. On a parlé ensemble avec Arthur Poré de l'état de cette tech française. Arthur Poré, cofondateur de la banque d'affaires Avolta, qui est resté avec nous également pour commenter l'actu. On va démarrer, première actu, avec ce feuilleton sans fin, j'ai envie de dire. C'est Elon Musk avec Twitter. Donc dernier rebondissement, là cette semaine, on découvre que finalement on est à quelques jours d'un procès qui devait avoir lieu parce que Elon Musk avait décidé de se retirer, de retirer son offre d'achat à Twitter. Et puis finalement il nous dit si finalement je veux bien remettre les 44 milliards de dollars sur la table. Il a envoyé une lettre à la direction de Twitter, déposée auprès de la SEC quand même, le régulateur des marchés financiers, donc indiquant son intention de clôturer cette transaction à la valeur estimée à l'origine donc de 54,20 $ par action. Donc ça me permet de relancer cette question. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, finalement, qu'Elon Musk, à nouveau, soit le nouvel acquéreur de Twitter? Allez, Éric Bothorel. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de bonne ou mauvaise nouvelle. En tout cas, c'est un feuilleton à l'américaine que seuls les Américains sont capables de nous réserver. Enfin, ceci dit, pas uniquement eux, mais c'est vrai que c'est assez courant chez eux. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que de toute façon, quoi qu'il advienne de ce deal, à quelques jours de ce qui devait être le procès le 17 octobre, de la non-tenue de l'engagement initial. D'abord deux choses, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, voilà une valorisation qui repose sur zéro chiffre d'affaires, zéro résultat. Donc ça veut dire que... Peut-être pas zéro, quand même. Enfin, 44 milliards de dollars, c'est une belle valorisation. 44 milliards, je ne sais pas, en termes de coefficient multiplicateur, c'est des beaux multiples. Et l'autre chose, c'est que de toute façon, on saura rappeler à Elon Musk, tout Américain qu'il soit, attaché à la liberté d'expression, qui prend d'autres dimensions aux États-Unis, eh bien, ici s'appliquera la régulation qui lui a été rappelée d'ailleurs par Thierry Breton lorsqu'il est venu nous rencontrer. Donc voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on a eu droit à une petite vidéo de Thierry Breton aux côtés d'Elon Musk. Elon Musk avait l'air d'être bon élève, d'acquiescer sur la nécessité de respecter la réglementation européenne à venir. Mais on a un régime de sanctions qui rappelle à ceux qui voudraient s'en éloigner qu'effectivement, on les invite surtout pas à s'éloigner des standards de régulation qu'on a posés. Et donc ça me paraît essentiel dans l'avenir de Twitter, quel qu'il soit, porté ou pas par Elon Musk, de considérer que cet outil, qui est un outil du quotidien pour beaucoup d'entre nous, eh bien, progresse encore sur les champs de la meilleure régulation des contenus haineux, des contenus terroristes, des contenus... voilà. Alors, au-delà de la loi, il y a quand même... Twitter, c'est devenu quand même une source d'information aussi. Ça a toujours été, le microblogging. Non, mais je veux dire de manière massive, pour de plus en plus de personnes, pas uniquement pour des journalistes. On a une personnalité très influente, Elon Musk, sur ce réseau social, qui en devient le propriétaire. Qu'est-ce qu'il va en faire? Ça pose des questions. Quand on voit la manière dont il s'en sert et la manière dont il est suivi. Oui. En fait, il y a plusieurs études qui sortent maintenant, qui sont sorties sur le clivage de la société à travers Twitter. C'est-à-dire comment est-ce que, à travers des comptes qui sont souvent des comptes robots, comment on est capable d'identifier des zones d'influence refermées sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des bulles qui parlent entre elles, d'autres bulles qui parlent entre elles, et en politique c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire qu'on regarde sur la twittosphère, les politiques, il y a des fossés qui se creusent entre chaque mouvance. Ce qui est extrêmement dangereux, ça veut dire que les gens ne se parlent plus. Bon. Et dans la série Clivance, Elon Musk est très très fort. Elon Musk c'est une personnalité extrêmement clivante. Donc
Alors, on peut peut-être signaler, par exemple, pour preuve, son sondage qu'il a lancé au sujet de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que là, il arrive après les pseudo-référendums organisés par Poutine, et puis finalement, à travers un sondage, oui ou non, vous seriez d'accord, vous, les twittos, pour un plan de paix donc fondé sur l'abandon de la Crimée à la Russie et un statut neutre de l'Ukraine, aussi simplement que ça. Non, mais là, Il il a dérapé. décide d'un plan de paix pour l'Ukraine. Il a dérapé. Enfin, on ne va pas demander à la terre entière ce que doit devenir chacune des provinces françaises. Est-ce qu'il faut qu'elles récupèrent leur indépendance ou pas? Enfin, on se rend bien compte qu'on marche sur la tête. Il y a des réalités locales qui doivent être traitées localement. Et en plus, il y a une erreur historique sur la Crimée. Mais bon. Enfin, on voit la puissance et l'influence qu'il peut avoir. Il y a quand même le président Zelensky qui a dû répondre en disant vous préférez le Elon Musk qui est pro-Poutine ou pro-Ukraine. Il défait les cours de bourse. Oui. Enfin, sur tout ce qui est blockchain, il a quand même fait des hauts et des bas. C'est un acte politique quand même quand Elon Musk s'exprime de cette façon sur Twitter. D'abord, c'est pas tout à fait surprenant de la part de cette personnalité qui s'était elle-même émue du fait qu'on ait, à l'époque où il n'était pas responsable de Twitter, banni le compte de Donald Trump. Donc on voit cet attachement profond finalement à la liberté de dire tout ce qu'on pense et lui se poser comme le garant de la capacité qu'ont les gens d'exprimer leur point de vue, y compris des points de vue contraires aux siens. Et dans des limites qui sont au-delà de ce que nous tolérons dans le champ de la liberté d'expression telle qu'elle est conçue à la fois au niveau français et dans une forme de consensus au niveau européen, ce qui est pas, je veux dire, notre approche de la liberté d'expression n'est pas tout à fait partagée au même niveau avec les pays d'Europe du Nord, mais pour autant, on arrive à construire avec nos partenaires européens un framework, un cadre de régulation qui touche ces sujets-là en particulier, et nous sommes très vigilants sur le fait que, ce qu'on appelle les gatekeepers, en tout cas c'est ceux qui ont de l'influence sur le monde des idées, pour reprendre les termes de Gérald Bronner, eh bien, finalement, et le moins d'influence possible pour fabriquer des choses factices autour de rumeurs, autour de complots, de conspirations, etc. Et finalement, de changer le monde avec des volontés derrière qui sont des volontés politiques, ou en tout cas des sensibilités qui peuvent être politiques. Il est hors de question, bien évidemment, les réseaux sociaux, d'où les textes de loi que nous avions eu en France, notamment sur les processus électoraux. Il nous faut protéger un certain nombre de principes. Et je ne sais pas si la régulation pourrait faire quelque chose dans ce cas-là. Mais bon, on va enchaîner parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième actu. Musk, puisque je voulais faire réagir à l'instant à la découverte de ce premier prototype de robot humanoïde made in Tesla. Oui, il en avait déjà fait un premier poster, on va dire une image qui était très humanoïde, très science-fiction. Là, on est revenu sur des choses un peu plus concrètes. Moi, je trouve que c'est extrêmement malin pour deux raisons. Enfin, je l'avais déjà dit à l'époque. La première raison, c'est que il utilise tout ce qu'il a fait en IA dans ses voitures. Donc, un robot, ça doit quelque part se déplacer, ça doit comprendre ce qui se passe autour. Une voiture autonome, ça fait pareil. Alors, je ne vais pas commenter où il en est sur des voitures autonomes. C'est encore un autre débat. Donc, première chose, il utilise des briques techno qu'il a déjà bien développées dans plus d'1 million de voitures. Donc, est-ce que ça peut s'adapter à un robot humanoïde qui est censé nous aider à la maison, changer la vie? J'en suis pas là. Pour l'instant, il fait un robot capable de se déplacer tout seul. Bien. D'autres le font aussi, mais on mélange deux choses. Il y a la cinématique, un robot qui sait monter une marche, qui sait avancer, qui sait sauter, et la compréhension de l'environnement. Compréhension d'intelligence artificielle, c'est la compréhension d'un perroquet. On est bien d'accord. J'ai un obstacle, j'ai pas d'obstacle. Bon. Ça, c'est la première chose. Et il est un bon entrepreneur. Il exploite une fois de plus sa composante technologique pour faire autre chose. Quand Amazon a lancé un AWS, il a fait pareil. Amazon avait d'énormes serveurs, il dit tiens, je vais les proposer à des tiers. Donc, premier sujet, il a une techno qu'il utilise pour faire des robots. Très bien, et c'est une composante des robots qui est extrêmement importante pour des robots dits autonomes. Et deuxième sujet, il a un marché pour ça, c'est ses usines. Oui. Sachant que les usines automobiles sont déjà les plus robotisées de la planète, enfin, c'est l'industrie où on robotise le plus. Il dit avec les robots, je peux. Mais donc sa promesse de changer le monde demain, de devenir le leader de l'IA et tout ça, c'est une façon de vendre des robots pour des usines. Oui, enfin non, pardon. Il a besoin de parler au grand public. Il dit on va aller s'installer sur Mars, on va faire des robots dans tous les salons. Ça, c'est sa manière de parler au grand public. C'est son marketing. Voilà, faut prendre comme tout marketing avec des pincettes. Maintenant, il a une roadmap industrielle. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Ce qu'il a fait avec Tesla, ce qu'il a fait avec SpaceX. Il va faire pareil avec ses robots Optimus.
Ça prendra forcément le temps que ça prendra. Il ne sera pas forcément à l'heure partout. Enfin, dans les startups, on n'est jamais à l'heure partout. J'ai pas demandé à Arthur Pourret ce qu'il en pensait, Oui. mais gadget ou alors c'est très fort, hein, ce robot Optimus? L'état de l'art de l'intelligence artificielle, on en est encore au balbutiement. Donc, on attend de voir un peu les capacités, ce que pourra faire ce robot. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas faire grand-chose avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On en est un peu revenu, c'est-à-dire que c'était revenu vraiment à la mode il y a quelques années. Et la réalité, c'est que la plupart des sociétés d'intelligence artificielle qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets sont un peu passées de mode. Et pour ce qui concerne le financement, en tout cas, c'est plus difficile de financer des boîtes d'AI aujourd'hui. Oh là 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 là, je ne sais pas si vous voyez les têtes en plateau, mais... Ah non, donc, juste j'oubliais Elon Musk, qui est aussi actionnaire d'OpenAI. Et si vous discutez avec OpenAI, vous ne savez plus si c'est un robot ou quelqu'un. Un OpenAI, c'est celui qui fait la génération de texte conversationnel et qui est capable d'aller très très loin dans l'échange d'idées. Alors, encore une fois, ce n'est pas des idées. L'IA, il n'y a pas d'idées. Hein. Mais nous avons l'impression que nous parlons à quelqu'un alors que c'est juste une IA. Donc, ça fait partie de la conversation qu'il veut ajouter, lui, dans ses robots. Mais le robot de compagnie, hein, le premier sujet, c'est quoi la proposition de valeur? Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Oui, ça peut rester. Aujourd'hui sont. Voilà, est-ce qu'il ressemblera vraiment à un robot humanoïde? Bon, ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que c'est forcément le plus adapté pour vivre avec nous? On passe au troisième sujet du débrief. Donc, troisième sujet, c'est cette question de la feuille de route de Jean-Noël Barrot, notre nouveau ministre délégué au numérique. Alors, il a été auditionné devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale mardi 27 septembre, en présence notamment d'Éric Bothorel. Donc, je voulais. Oui, Oui. je confirme, j'étais là. Oui, et je vous ai entendu poser votre question. Humanoïde qui était présent. Alors, vous lui avez posé une question sur la cybersécurité. Qu'est-ce qui vous interroge aujourd'hui dans la politique qui peut être menée? C'est pas forcément une interrogation sur la politique qui est menée. D'abord, elle est menée de longue date, mais on a un état de la menace qui évolue. On a un certain nombre de faits qui se sont égrenés tout au long de l'été qui rappellent finalement les forts impacts que peuvent avoir les attaques cyber. Évidemment, on a tous en tête l'hôpital de Corbeil. Je veux avoir en tête Camaïeu, même si la liquidation n'est pas directement liée à une cyberattaque qui s'est déroulée au mois de juin l'année dernière, qui avait bloqué leur site web pendant une semaine. Et le préjudice est évalué aux alentours de 40 millions. Mais on le voit. Les faits divers s'égrènent ici ou là, cabinet d'avocats, laboratoire d'analyse, etc., etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que notre rôle, c'est aussi de reconvoquer des sujets qui ont des forts impacts sur l'entreprise, sur les particuliers, à l'heure où on a les yeux rivés, et c'est légitime, sur la sortie de la crise pandémique, éventuellement la 8e vague, mais aussi la guerre, etc. Et tout ça est bien normal, et les enjeux énergétiques. Et donc, aussi de préparer finalement ce que pourraient être les meilleurs éléments de protection pour permettre à nos entreprises d'être moins sensibles à ça, à nos collectivités de l'être aussi un peu moins par ailleurs. Je pense que c'est notre responsabilité aussi de ne pas forcément uniquement coller à l'actualité. Donc c'est plutôt lui rappeler, l'idée c'était vraiment de rappeler que ça doit être un sujet central aujourd'hui, la cybersécurité. Ça doit être un sujet qui est, de mon point de vue, du même niveau que des enjeux de la transition écologique, la lutte contre le changement climatique. Parce qu'il s'était exprimé aussi à l'occasion des universités d'été d'Exatrust, qui rassemblent la profession, on va dire, autour de la cybersécurité. Et il avait fait déjà quelques annonces. Il avait promis 3 licornes, notamment dans le secteur pour 2025. Mais pour vous, il faut aller plus loin ? Pour moi, on a une super agence, vraiment. Moi, je veux rendre hommage à l'ANSSI, je veux rendre hommage à cyberveillance.gouv.fr, je veux rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien sur les enjeux de cyber, que ce soit les enquêteurs, que ce soit les magistrats. Mais je pense qu'on a un niveau d'empathie ou d'appropriation du niveau du risque qui est inférieur à la réalité des choses. Et donc, je pense que c'est notre responsabilité, sans être dans la paranoïa totale, de considérer que cette dimension est une dimension importante qui peut porter préjudice au développement économique des entreprises. Une entreprise crypto-loquée sur 2 dans les 6 mois qui suivent dépose le bilan. Je ne prends pas Camaïeu tout à fait par hasard, mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Et c'est d'ailleurs à elles et à eux qu'on pense en premier dans l'actualité qu'est la leur. Et encore une fois, sans lien direct avec l'actualité qui a été la leur l'été dernier. Mais si on n'a pas ça en tête et que on a comme seule boussole un certain nombre de choses qu'on maîtrise assez bien, et des leviers sur lesquels on travaille et l'habitude de travailler en méconnaissant ou en sous-estimant les éléments qui sont liés directement à la cybersécurité, on court devant un certain nombre de drames parce que l'extension de la surface d'attaque possible de la cyber est intimement liée au fait qu'on numérise progressivement l'ensemble
de nos processus pour livrer des produits, pour livrer des services. Y compris des services publics, d'ailleurs. Non, mais pardon de faire le Cassandre, mais donc vous n'allez pas m'écouter, mais ça va de pire en pire. En Cassandre, on l'écoutait pas, la pauvre. Oui, ça va de pire en pire. Au contraire de tout ce qui est vert. À un moment, on sait qu'on va pouvoir être positif, enfin en tout cas neutre. On sait comment faire pour y arriver. Bien. De consommation d'énergie, on sait comment la baisser. La cyber, ça ne s'arrêtera jamais. Enfin, on sait quand même qu'on a des moyens à activer, des leviers. Oui, on a quand même des choses à faire pour lutter contre la cybercriminalité. Oui, et on se défend aujourd'hui quand même mieux qu'à une certaine Je suis d'accord. Mais les équipes grimpent en face. Les équipes de gangsters, de cybercriminels, ils grimpent. Et donc, c'est vraiment comme dans la guerre. Hein, il y a contre-mesures, contre-mesures. C'est l'escalade. C'est sans fin. Non, mais c'est l'escalade. C'est sans fin. Donc, mais il faut pas y a s'arrêter. Quand même des mesures à prendre. Oui, mais mon message, c'est il faut prendre des mesures tout de suite. Il ne faut pas penser que les mesures qu'on va prendre maintenant, c'est la fin. On doit inscrire ça dans c'est malheureusement un budget qui doit être tous les ans le même, voire plus. Je ne sais pas si les attaquants grimpent, mais en tout cas, ça se massifie. Et en fait, là où on avait l'habitude d'avoir des attaques élaborées avec les APT, les ceci et cela, aujourd'hui, c'est des boîtes commerciales. Prenez le cas d'Everest, prenez le cas de Dogbit. C'est des gens qui ont des guidelines sur la façon d'aller cryptoloquer les entreprises. C'est des gens qui vous accompagnent avec un ROI. La nature même de ces attaques et la caractéristique des attaquants a considérablement évolué et s'est massifié. Mais on aura des réponses. Et moi, je suis satisfait que Jean-Noël Barrot ait répondu aux questions que j'ai pu lui poser, que ce soit sur le filtre anti-arnaque qui est censé protéger effectivement le consommateur. La France se saisit de ça. Il y a un projet dans le cadre de l'élection présidentielle qui a été présenté. Et Jean-Noël en a décliné quelques premières pistes. Voilà. Et il va nous falloir continuer d'investir sur notre capacité à être cyber résilient by design, et en même temps d'avoir les éléments de réponse, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau des services. Bon, alors ça suffira pas pour faire toute une feuille de route du numérique, mais de toute façon on n'aura pas le temps de parler des autres sujets. Donc on va se dire que priorité à la cyber. Aujourd'hui, on continuera dans un autre débrief pour la suite. Autre sujet au menu du débrief, ce sont les règles contre les préjudices de l'IA. Alors donc, on a la Commission européenne qui a adopté une première proposition en matière de responsabilité qui est applicable à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est vraiment de permettre à des victimes de dommages causés par une IA de faciliter les recours. Est-ce qu'on va... ou les robots d'Artifil, les intelligences artificielles. Oui, effectivement, c'est un truc aussi de très, dans la maison connectée proposée par Artifil. Est-ce que vous pensez que là, on va trop loin en imposant trop de règles, Alain, sur l'IA, ou au contraire, est-ce qu'on ne va pas assez loin? Alors, c'est les deux, si je peux me permettre. C'est d'une part, ça me paraît effectivement important d'être capable de protéger les gens contre des décisions qu'on ne maîtrise pas toujours. Typiquement, quand Facebook a viré 60 personnes qui étaient dans leurs locaux, qui bossaient d'Accenture, mais qui étaient dans leurs locaux, ils les ont virés avec une IA. Et apparemment, les DRH n'ont pas pu dire autre chose que... C'est l'algorithme qui a décidé en fait qui partait. Exactement. Et les DRH n'ont pas pu dire autre chose que c'est du hasard. C'est absolument intolérable, c'est inadmissible. Même si aux US, c'est plus facile de changer de job, c'est totalement inadmissible. Donc, il faut protéger. Et après, dans les mêmes textes, la même recommandation, c'est de dire, eh bien, il faut être capable de donner toutes les données qui permettent de comprendre ce qui se passe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'IA n'est pas toujours explicable. Donc, là, on est sur un nœud gordien qu'on ne sait pas comment trancher. Entre je dois donner un maximum d'infos pour protéger les individus. Alors, je parle de ça, mais on aurait pu parler des scores de crédit. Enfin, on ne vous donne pas de crédit. Pourquoi ? J'en sais rien. C'est l'algorithme qui a dit je veux donc, grâce à la loi, je veux connaître toutes les données qui ont permis au système expert de dire, enfin au réseau de neurones de dire je ne suis pas éligible. Et sauf à tomber sur des experts, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Y compris pour ceux qui mettent en place ces systèmes. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que on code des réseaux de neurones, on lui nourrit avec plein de données, et c'est les données qui vont créer les résultats et le biais. Et tout le sujet, c'est d'aller rechercher des biais. Peut-être qu'on peut imposer quand même à ces fabricants d'algorithmes. Il le faut. Voilà, mais c'est pas toujours possible. D'expliquer la manière dont ils ont créé leurs algorithmes, oui, alors, les données entrantes qui ont été mises dans leurs algos. Delphine, on met en entrant des milliards de données, enfin des millions, des dizaines de millions, on va des milliards de données. Aller rechercher là-dedans ce que le réseau de neurones a, je ne sais pas combien de poids, mais on est en dizaines de milliers de poids. L'explicabilité, c'est vraiment la clé. On parle d'auditer les algorithmes demain au niveau de la Commission. Donc l'explicabilité de l'IA. Je suis jamais très fan de l'auditabilité des algorithmes, d'abord parce que, le principe d'application lui-même est extrêmement complexe compte tenu du nombre de lignes de code qui existent, des langages qui sont parfois des langages pas totalement compilés, etc. Enfin bref, il y a des obstacles techniques
à l'idée que des Men in Black puissent aller se foutre dans une boîte et dire maintenant vous montrez les macros Excel que vous avez. Enfin, c'est plus Il y a des complexe que ça. chercheurs à l'INRIA qui travaillent là-dessus, sur l'audit des algorithmes. J'entends bien, mais ça n'empêche pas, et là pour le coup, je défends le principe et l'approche que peut avoir l'Europe. Nous sommes animés par l'idée que l'IA doit être éthique, sans que ce soit totalement clairement défini. Nous sommes animés par l'idée de faire vivre une troisième voie du numérique qui ne soit pas le Big Brother chinois ou le Far West américain. Eh bien, l'Europe pose les jalons, et puis nous verrons comment évoluera ce texte autour de l'IA et ses intentions, et surtout sa mise en œuvre. Mais ça me paraît légitime que l'Europe, finalement, se saisisse de ces sujets-là pour, après avoir permis l'innovation, et on a vu les débats, et on continuera d'en avoir, sur les caméras intelligentes ou autres, on voit qu'il y a des espaces et des cas d'usage qui émergent, dont on n'avait pas suspecté qu'ils bousculeraient telle ou telle chose de la régulation ou du droit. C'est pas illégitime que la puissance publique, que ce soit l'Europe ou que ce soit le Parlement ici en France, finalement décide de porter des éléments de régulation. Et après, il faut être vigilant. C'est pour ça que mon point d'équilibre, c'est celui, je suis toujours plutôt favorable au sandbox ou au terrain d'expérimentation pour permettre l'innovation, l'émergence d'innovation. Ensuite, l'accompagner parce qu'on l'aura souhaité, et en même temps porter les jalons de certains qui voudraient passer les limites et qui nous entendent. Allez, un mot chacun. Il faut juste faire attention à ce que la réglementation en Europe ne freine pas l'innovation. C'est souvent le cas, comme c'était le cas sur la blockchain, la crypto, et les autres en profiteront pour dominer le marché. On peut avancer dans la contrainte, vous savez. Et donc, pour aller plus loin, au-delà de cette contrainte, je suis tout à fait d'accord avec le fait de mettre cette contrainte. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à financer tout un projet sur l'explicabilité de l'IA ? Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin sur ce débrief de l'actu. Je sais, Alain, que vous vouliez parler du Nobel de physique, donc on va lui rendre hommage, Alain Aspect, mais on ne pourra pas aller plus loin aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois, Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, Alain Staron d'Artifil et Arthur Poré d'Avolta. Juste après la pause, c'est l'interview week-end, on va l'appeler comme ça. C'est la reprise de votre quotidienne du numérique et de l'innovation Smartech que vous regardez tous les jours sur la chaîne Bismart. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast d'ailleurs. Sont restés avec moi donc pour cette deuxième partie Arthur Poré, cofondateur de la banque d'affaires Avolta, et Éric Bothorel, député Renaissance de la circonscription Lannion-Paimpol des Côtes-d'Armor. Vous êtes restés avec nous pour accueillir notre nouvelle invitée. C'est l'interview que j'ai nommée l'interview week-end parce que je pense que ça peut être intéressant comme découverte pour ce week-end. Merci beaucoup Charles-Henri de Lalande d'être venu chez nous en plateau. Vous êtes le président de la Fondation Voltaire. Donc votre mission, c'est de promouvoir l'égalité des chances à travers la maîtrise de la langue française. Et dans la langue française, il y a aussi la langue des signes. Donc parmi vos actions, vous avez lancé Voltaire, les signes de Voltaire, un outil numérique d'initiation à la langue des signes française qui est gratuit, donc ouvert à tous. Comment ça fonctionne ? Oui, c'est une initiative que la Fondation Voltaire a lancée avec son partenaire AEFS. Il y a 4 millions de personnes en déficience auditive en France aujourd'hui. 300 000 personnes qui sont sourdes, sévères ou profondes. Et parmi elles, un bon tiers qui signent. Oui. Et pour ces personnes-là, ils sont vraiment empêchés dans leur vie citoyenne, dans leur vie professionnelle. Et c'est toujours eux qui font un effort d'adaptation dans le monde des entendants. Et cette proposition, effectivement, c'est une proposition qui s'appuie sur la technologie et la pédagogie qui a fait le succès du projet Voltaire, qui est un outil de remise à niveau en français, en orthographe, en expression, qui est utilisé par les enseignants, par les employeurs, par les particuliers également, associé justement à cette expertise de la LSF, de la langue des signes française, de notre partenaire. Alors, outil, dites-nous en plus justement sur le fonctionnement de l'outil. C'est une application ? C'est une plateforme en ligne. Plateforme en ligne. Qui est accessible sur mobile, sur tablette, sur PC indifféremment. Et donc effectivement, on peut commencer le week-end sur son PC et puis en semaine en profiter pour jouer un peu dans le bus ou dans les transports. Et c'est une application qui fonctionne avec des vignettes vidéo, avec des exercices. On est vraiment dans une découverte un peu itérative, un apprentissage au rythme de l'apprenant. Pour découvrir ce que c'est que la langue des signes, reconnaître les principaux signes. Et vous voyez dans les guides touristiques, quand on va dans un pays étranger, à la fin, on a toujours le petit kit de survie avec les phrases clés pour pouvoir se débrouiller en toute situation. Finalement, la proposition qu'on fait et ce que permet le numérique, c'est ça. C'est d'apporter les bases, les rudiments de la langue des signes au plus grand nombre.
Et on le propose gratuitement parce que cette initiative est soutenue et financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est engagée avec nous dans cette démarche, et puis par la Banque des Territoires. Et alors, donc c'est une plateforme de e-learning classique. Est-ce que ça a demandé des adaptations spécifiques ? C'est un apprentissage des langues un peu différent de ce qu'on connaît. Alors, c'est une plateforme de e-learning classique, je ne sais pas. Elle repose sur une petite IA, vous en parliez il y a un instant, un algorithme qui permet de personnaliser le parcours d'apprentissage. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence, quel que soit son niveau, même s'il avait déjà quelques rudiments, quelques bases, va pouvoir s'engager dans les exercices, répondre, reconnaître des signes. Et puis, au fur et à mesure, tout ce que la personne sait ou a appris va sortir du parcours et elle va se concentrer uniquement sur ce qu'elle ne maîtrise pas encore. Donc, en ce sens... On doit reproduire les signes ? Alors, c'est plutôt reconnaître les signes, puisqu'aujourd'hui, le numérique ne permet pas encore, avec les technologies de motion capture... Non, pas encore. Les technologies ne sont pas encore mûres, mais je pense que ça va venir assez vite. Non, il s'agit surtout d'apporter des premières bases. 70% des Français disaient dans un sondage en novembre dernier de l'IFOP qu'ils aimeraient apprendre la langue des signes s'ils en avaient la possibilité. Mais la marche est un peu haute parce qu'il faut souvent s'inscrire dans une association, dans un organisme spécialisé, avec tout de suite 60 heures, 90 heures d'engagement. La marche est un peu haute pour beaucoup. Et donc, le numérique permet cette première marche. Et voilà, alors vous démarrez avec 106 signes, c'est ça ? On démarre avec une centaine de signes, effectivement. Et on est en train de travailler dur pour qu'en décembre, on en ait 800 en tout. Bon, d'accord. Enfin, en tout cas, avec une centaine de signes, on peut commencer à se faire comprendre. On peut commencer à se faire comprendre pour les premiers échanges, pour témoigner de ses sentiments, de ses émotions, et finalement, assez vite, avoir des premiers éléments de conversation, d'échange avec une personne sourde. Et les entendants ne se le disent pas assez, mais on croise des personnes sourdes assez régulièrement, en fait, mais simplement, comme on se sent pas en capacité d'aller vers, et bien finalement... ça permet d'oser. Ça permet d'oser. Entrer en communication. La surdité est un handicap invisible, donc tant qu'on n'a pas vu quelqu'un signer, on ne se doute pas forcément que dans une salle d'attente d'un cabinet médical ou sur un cas de gare, c'est une personne concernée. Alors ça permet quand même d'aborder cette question du numérique qui travaille à l'inclusion de l'ensemble des citoyens dans la société. Jean-Noël Barrot a annoncé qu'il voulait réactualiser justement la stratégie nationale sur le numérique inclusif qui date de 2018. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour accélérer ? Eh bien, le soutien d'initiatives tech à impact, justement en matière d'inclusion, l'impulsion publique peut venir de là. Et avec France 2030, il y a des choses. Le réseau Canopé est en train en ce moment même, c'est le réseau qui s'occupe des ressources pédagogiques et des formations des enseignants, propose en ce moment même un accélérateur justement des EdTech sur les enjeux d'inclusion, etc. Donc il y a des initiatives, il faut les structurer, il faut les amplifier et il faut permettre à des initiatives comme celle que je porte aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres, de pouvoir naître et surtout de passer à l'échelle. L'enjeu, il est vraiment... Des expérimentations formidables, il y en a beaucoup. Le passage à l'échelle est beaucoup plus rare. Nous, on est déjà en contact... Vous êtes une fondation. On est une fondation. Vous êtes une fondation. Vous ne levez pas de fonds en tant que fondation ? On ne lève pas de fonds. On fait beaucoup de dons en nature. Et pour cette initiative, on avait besoin du soutien public pour passer du prototype à la réalisation. Et c'est ce que nos financeurs nous ont permis de faire. Et donc là, grâce à ça, on a une application donc totalement gratuite. Totalement gratuite, elle le restera. Et les enseignants sont appelés à s'en emparer pour leurs élèves, à partir du collège, à partir de 11 ans. Les employeurs le proposer à leurs salariés. C'est bientôt, en mois de novembre, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, qui est toujours un temps fort pour les employeurs de se rappeler leurs obligations, leurs responsabilités, puis d'avoir des démarches de sensibilisation. Là, il s'agirait de passer de la sensibilisation à l'action, si j'ose dire. C'est facile de découvrir la langue des signes et c'est facile de pouvoir commencer à échanger avec des personnes sourdes. Vous pouvez nous en apprendre un, là, juste peut-être un merci, par exemple ? Merci. Merci beaucoup. Merci. Arthur Poré, je ne sais pas, ou Éric Botorel, si vous testerez ce week-end, mais moi j'invite tout le monde à essayer. Merci à Charles-Henri Delalonde de la Fondation Voltaire de nous avoir fait découvrir cette application, les signes de Voltaire. On continue dans Smart Tech avec un regard un peu différent qu'on va porter sur Internet, c'est Où va le web ? Et oui,
parce qu'il y a plusieurs futurs possibles d'Internet. On parle des métavers, on parle du Web3 et aujourd'hui, Eva Bensadi va nous éclairer sur une autre application que vous allez découvrir, une application étonnante. Celle-ci, elle vient de chez Apple, elle s'appelle Sleepagotchi. Quand les NFT se mettent au service de votre sommeil, c'est en tout cas la promesse de la toute nouvelle application Apple Sleepagotchi, une app imaginée par 2 étudiants de la Harvard Business School à Boston, aux États-Unis. Bon, si vous avez du mal à vous endormir ou que vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, pas sûr qu'elle soit faite pour vous. Il faut respecter ici une certaine routine de repos chaque nuit pour engranger des NFT. Alors, comment ça marche? Eh bien, l'application va vous offrir un NFT chaque matin, même 2 si votre sommeil a été de bonne qualité. On entre d'abord son heure de coucher et son heure de réveil visée. Et plus on est proche de l'objectif, plus on aura de points. L'application prend aussi en compte la durée totale du repos et sa régularité pour attribuer ces NFT. L'objectif, vous l'aurez compris, il est d'inciter les utilisateurs à se créer une véritable routine du sommeil bénéfique à leur santé. Se coucher tous les soirs à la même heure, viser un minimum d'heures de repos chaque nuit. Et ça fonctionne plutôt bien puisque plus de 2 millions d'heures de sommeil ont déjà été enregistrées via l'application. Que faire ensuite de vos NFT ? On entre cette fois dans l'univers virtuel et immersif du métavers, souvent lié aux NFT d'ailleurs. À l'inscription, vous êtes en fait invité à recréer votre chambre dans l'application. Une chambre virtuelle avec tapis, lit, commode. Chaque objet est considéré comme un NFT et il faut cumuler des jetons pour pouvoir changer le mobilier et échanger ses biens avec d'autres utilisateurs. Tous les objets n'ont évidemment pas les mêmes caractéristiques ni la même valeur. Les NFT les plus rares permettent de récupérer davantage de tokenship, mouton en anglais, et de grimper dans le classement du jeu. Oui, ça marche comme dans un jeu vidéo avec des niveaux à passer. Enfin, j'imagine que vous voulez savoir si tout le monde peut l'utiliser. Malheureusement, non. Déjà, l'application n'est disponible qu'en combinaison de l'application santé d'Apple. Il faut donc posséder un iPhone ou tout autre produit compatible avec l'application santé, type Apple Watch ou bague Oura. Mais au-delà de ça, c'est un club très privé. Plus de 30 000 personnes sont actuellement sur liste d'attente pour intégrer Sleepagotchi et seulement quelques personnes par jour sont sélectionnées. Ils y pensent. Et oui, il y en a qui ne dorment plus, disait Éric Botorel, parce qu'ils sont sur la liste d'attente. Vous en faites partie? Non. Ah, Je non. dors plus, mais pas forcément pour ces raisons. Bon, et cette idée des métavers là, qui permet de nouveaux business models finalement, mais aussi de travailler son bien-être un peu différemment, c'est une source d'inspiration pour des banquiers d'affaires. Oui, bah c'est des nouveaux territoires. C'est Ah oui. c'est hyper excitant de voir le potentiel. Après, on en est vraiment au tout début et tout ce qu'on entend sur le sujet est encore c'est les balbutiements. Mais c'est génial Pour de l'instant, voir c'est quand même qu'il y a de plutôt des nouvelles grandes marques qui industries. s'investissent, donc finalement, il y a très peu de prise de risque. Oh, il y a des grandes marques, il y a des petites marques aussi. Nous, on a fait une transaction, on a vendu une société qui s'appelle Artefact à Nike et qui va être un des leaders justement de la fashion, une marque en ligne et qui va être utilisée uniquement dans les métavers. Donc il y a de nouveaux univers, de nouvelles choses qui vont se développer autour de ça. Merci beaucoup, très chers invités, pour votre présence. Arthur Poré d'Avolta, Éric Botorel, député des Côtes-d'Armor. Et merci d'être resté avec nous pour nous parler aussi des signes de Voltaire. C'était Smart Tech. Je vous retrouve lundi. Demain, vous aurez le droit à un super best-of de l'émission.